Et salut, bonsoir à tous, bonsoir à YouTube qui nous regardez en replay comme d'habitude, bonsoir le chat, à Galian comme d'habitude, toujours présent. Ça fait plaisir de vous retrouver, on est un peu en retard parce que sur OTR on est en retard et jusque là tout va bien. Euh, donc, euh, donc bonsoir à tous. Ce soir un expert talk avec l'équipe des drôles de dames et c'est hasard du calendrier avec les dates, mais du coup on en profite pour faire un talk dédié aux femmes dans la XR et à leur parcours dans ce milieu encore beaucoup trop masculin. Euh, donc on va directement aller rejoindre les filles dans Engage. Bonsoir les filles et bonsoir Soraya qui est invitée exceptionnelle avec nous. Eh bien les filles, je vous laisse la main. Vous connaissez la procédure et moi je finis de régler les 3 caméras qui sont à régler parce que je... Ça marche, Louis, t'inquiète pas. Je suis assise là, mais je suis debout. Bonsoir Soraya, bonsoir les filles. Effectivement, une semaine un peu changée. Lundi, en préparant le talk, on s'est dit, mais il n'y a pas un événement qui serait plus tangible, parce qu'à la base, on voulait vous parler d'Avatar, et en fait, quand on a vu la date, on a dit, non, on ne peut pas passer à côté de ça. Cette semaine, c'est 100% girl, il faut qu'on fasse quelque chose de spécial. Donc, du coup, on s'est dit, on va inviter une de nos super women in tech françaises pour marquer le coup. Et donc, Soraya a gentiment accepté de nous rejoindre aujourd'hui pour ce super expert talk où on va faire briller un petit peu le girl power. Merci pour l'invitation, je suis ravie de participer. Et on est ravis d'avoir parmi nous. Du coup, ce soir, on va vous remettre un peu de contexte sur. On va pas faire, on va pas s'apesantir non plus trop sur les contextes, tout ce qui est histoire des droits des femmes, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup dans les médias et on va pas. Le but, c'est pas de faire de la redite. Derrière, on fera un point sur tout ce qui est femmes dans les femmes et la science, puisqu'en fait, c'est vrai que c'est un milieu sur lequel on n'attend pas forcément beaucoup les femmes. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y en a de plus en plus et qu'elles ont joué des rôles vraiment très très importants dans l'histoire. Et notamment dans l'histoire informatique, qui nous intéresse quand même un petit peu ici, quoi, faut le dire. Et du coup, derrière, on passera au parcours de Soraya de façon très précise. Et puis, nous, on vous fera un petit retour aussi des expériences qu'on a pu avoir, puisque nous-mêmes sommes des women in tech. Voilà. Ça a l'air passionnant. On est parti ? On est parti. Allez, go. Un petit peu de contexte. Voilà. Bon, alors là, j'avoue, c'était un petit peu mon envie de vous rappeler que donc, le 8 mars, tous les ans, c'est la journée nationale des droits de la femme, et ce depuis 1909, ça date quand même. Et en fait, c'est plus un symbole, parce qu'on doute bien que des femmes, elles sont, qu'on n'est pas obligé de les mettre à l'honneur qu'une fois par an. D'ailleurs, nous, on ne le fera pas une fois par an, on le fait une fois tous les 15 jours. C'est jamais. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment c'est un symbole parce qu'en fait, le droit des femmes de façon générale a été acquis un peu dans la douleur. Et c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Donc, on ne s'apesantira pas plus. Pour ceux que ça intéresse, comme d'habitude, on vous donnera accès aux slides. Donc, si ça vous intéresse de suivre le lien, vous aurez un petit peu d'infos à ce sujet-là. Donc, on ne s'apesantit pas plus. Et hop, on passe directement à ce qui nous intéresse au niveau informatique. Marie, du coup, tu nous en dis quoi? Alors, effectivement, donc, par rapport à les femmes dans l'informatique, on se rend compte en fait que dans l'histoire de l'informatique, finalement, les femmes avaient une place beaucoup plus importante avant qu'aujourd'hui. 30 à 50% en fait, des effectifs, on parle de 1950, étaient en fait des femmes dans l'informatique. Aujourd'hui, on est à 15% en fait, dans le domaine de l'informatique. Et pour faire un petit focus sur les chiffres dans la formation, en 1986, on était à 37% en fait, de femmes qui étudiaient l'informatique, les sciences de l'informatique. Aujourd'hui, on est entre 10 et 15% seulement. On a perdu plus de la moitié en fait, des effectifs des femmes dans les études informatiques. Effectivement, c'est un vrai sujet de réflexion et effectivement de
de comprendre. Ça serait bien effectivement d'analyser ce sujet, de comprendre les tenants et les aboutissants, parce que là, il y a un vrai sujet de réflexion. Pourquoi aujourd'hui c'est un milieu effectivement masculin, alors qu'effectivement par le passé on avait vraiment une bonne partie mathématiques et informatique très présente pour les femmes. Donc voilà, c'est assez significatif et je voulais vraiment le mettre en valeur ce soir. Pour la petite juste parenthèse, parce qu'on n'en a pas parlé, j'ai juste oublié, est-ce que Marine, tu pourras nous refaire les retours au chat, puisque ce soir, normalement, on fait le premier essai des retours. Bah, écoute, je n'ai pas le lien, donc ça va être compliqué. Ah. Eh bien, on fera le retour chat autrement. On fait des essais sur ce retour chat, donc on fera au mieux pour aujourd'hui. Non, mais on fera comme d'habitude et je vous les ramène les retours du chat, pas de souci. Parfait. Top. Heureusement qu'il est là, Louis. Heureusement qu'on a Louis. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même très, très impressionnant. Alors, après, est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire de contenu? Parce que qu'est-ce qu'on appelait dans les années 50 des études dans l'informatique et dans les sciences de l'informatique, et qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui des études dans les sciences de l'informatique? Est-ce qu'il n'y a pas une évolution de ce type-là qui aurait pu faire que est biaisé? Sans doute, je pense qu'il faudrait voir effectivement c'était plus lié à l'algorithmie, aux mathématiques avant, alors qu'on en a toujours aujourd'hui dans le développement, mais est-ce que c'est le format aussi qui a changé, comment l'image en fait, finalement, les préjugés qu'on peut avoir dessus par rapport à l'apprentissage, c'est peut-être ça qu'il faut voir en fait. Ou alors on sait que même à l'époque, j'en parlerai tout à l'heure, à l'époque, on savait que par exemple sur la partie logicielle, informatique, développement, c'était plus des femmes. Par contre, sur la conception matérielle, c'était essentiellement des équipes d'hommes en fait. Est-ce que du coup, c'est pas ce ratio et cette interdépendance entre la conception matérielle et la conception logicielle qui a fait que, à voir, il faudrait creuser le sujet. Yes. Alors ça, c'est des chiffres qui sont quand même assez intéressants. C'est toi qui nous les a poussés, d'ailleurs, Marine, je crois. Les chiffres en fonction des pays européens. Donc en France, on a la chance quand même d'avoir pas mal de femmes dans le secteur de l'informatique et des hautes technologies, et on le voit aussi notamment dans le domaine de la XR. On a énormément de femmes qui se sont lancées sur le sujet et qui ont soit monté leur propre boîte ou ont acquis des postes en fait à haute responsabilité dans ces technos-là. Et on a la chance d'avoir une communauté aussi qui est très ouverte et très très sympathique comparé à ce qu'on peut entendre dans d'autres domaines, notamment dans l'informatique. Et on a aussi la chance en France d'avoir pas mal d'associations, notamment au niveau des développeuses, qui mettent en avant en fait tous ces profils, donc qui font des rôles, qui mettent en place des rôles modèles, qui vont dans les écoles pour motiver les collégiennes, les à faire des études dans ces domaines-là, parce qu'il y a beaucoup de débouchés, et c'est pas un métier réservé aux hommes, c'est pas parce qu'il y a des mathématiques ou autre avoir peur, il faut prendre le sujet à bras-le-corps et y aller, hein. Il n'y a pas de raison de se mettre des barrières. Donc voilà, on a la chance en France, c'est vrai, d'avoir pas mal d'initiatives dans cette optique-là. Et donc on n'est pas les plus mal lotis. Voilà. Très bien. Cela dit, c'est vrai que c'est un domaine, tous les domaines de l'informatique et tout ce qui a été étendu de façon plus précise, c'est des domaines qui recrutent énormément. Ouais. Il y en a vraiment un gros besoin parce que la transition numérique est vraiment en train de se faire et en fait on s'aperçoit que malgré ce besoin à l'embauche, c'est pas forcément beaucoup de femmes qui vont monter sur les postes, quoi. Et alors les postes à haute responsabilité, j'en parle même pas. Donc c'est vraiment impressionnant. Alors si je peux me permettre de vous ramener une des remarques du chat, on a Galian qui nous dit que peut-être que la reconnaissance du travail qui est fait par les femmes est aussi en cause, puisque dans l'histoire on a quand même vu souvent des femmes disparaître au moment où il y avait des papiers à signer ou des lauriers à récolter. Et du coup ça a peut-être pas ça a probablement, très probablement pas aidé à avoir aujourd'hui une audience, enfin, un panel féminin assez élargi. Oui, et justement, je vais présenter tout à l'heure des modèles, des femmes qui ont réussi
justement, qui ont inventé des choses et finalement qui sont passées sous silence dans l'histoire. Et je pense que ça, clairement, ça a joué. Ouais. Je Vas-y, justement. Parfait. Une belle transition. Magnifique. Ça tombe pas donc, pile poil. Dans l'informatique, effectivement, le premier programme informatique a été créé par une femme, en fait. Donc c'est Ada Lovelace, qui était une chercheuse qui a créé effectivement le premier algorithme destiné à être exécuté par une machine. Donc, en écrivant des instructions, ça permettait à la machine de calculer toute seule. Donc, elle a vraiment, du coup, créé ce premier programme informatique. Et ce n'est qu'en 1979 que le département de la défense américaine l'a ressuscité, en fait, en donnant son prénom, notamment, à un langage informatique, en valorisant, donc, finalement, la valorisation de l'histoire des femmes dans l'informatique, finalement, est vraiment vue vraiment sur le tard. Et effectivement, ça peut expliquer donc, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, je ne sais plus son prénom, cette personne, excuse-moi, sur le chat. Et du coup, voilà, ça peut effectivement expliquer. Ensuite, femme, dans l'histoire, si on peut. Et du coup, voilà, ça peut effectivement expliquer. Donc, effectivement, on a eu plusieurs. Alors, j'en ai pris 4 ici, des femmes qui ont fait effectivement beaucoup de choses pour l'informatique, mais il y en a effectivement beaucoup. Et effectivement, pour commencer, il y avait les INAC Girls. Donc en 1943, donc on est en pleine guerre du Pacifique, l'armée américaine lance la conception d'un super ordinateur qui sera le tout premier ordinateur au monde. C'est pas anodin. Donc on a effectivement ça a été mis en place par l'université de Pennsylvanie à l'époque, qui a été donc fait par 6 femmes. Donc 6 femmes ont été recrutées sur ce projet, donc pour programmer le logiciel de l'ordinateur. Et comme je disais tout à l'heure, aussi le matériel lui a été fait, l'ordinateur a été conçu par les hommes et le logiciel par les femmes. C'était un peu la subdivision qu'on avait à l'époque au niveau informatique. Et elles se sont vraiment distinguées en résolvant en fait, des problèmes complexes et en suggérant vraiment même des améliorations dans le matériel. Donc, elles ont réussi aussi, du coup, à marquer l'évolution informatique côté matériel qui était aussi plutôt réservé à la gente masculine à l'époque. Donc, c'est pas anodin, clairement. Ensuite, on a Grace Hopper, qui a eu comme surnom la reine du logiciel. C'est la mère du COBOL. Rien que ça, pour ceux qui sont de l'informatique, savent à quel point le COBOL, donc il y a un vieux langage, mais qui est tellement encore utilisé, notamment dans le milieu bancaire. Tout à fait. Donc c'est vraiment important, c'est pas anodin du tout. Donc elle a effectivement, créé en fait l'UNIVAC, donc le langage Flowmatic, qui est effectivement, donc en 1959, elle a retravaillé ce Flowmatic. Et en fait, ça a créé le COBOL, qui est plus généraliste, mais qui est issu en fait de ce premier langage. Ensuite, il y a un film fait sur ces femmes-là. Alors, s'il y en a sur certaines, je vais justement en parler là. Il y a eu 2 films récemment qui ont mis en valeur justement ces femmes qui ont fait beaucoup pour l'informatique. Notamment, donc là, on a John Clark, qui a été la collaboratrice d'Alan Turing, rien que ça. C'est une mathématicienne à Cambridge. Donc, elle a travaillé en collaboration avec Alan Turing. Elle a effectivement fait partie de l'équipe qui a créé la machine bombe, qui a permis de décrypter la machine Enigma. Quand même, voilà le challenge qu'elle s'est mis aussi. Et elle a effectivement été décorée en plus par le gouvernement britannique après la guerre. Elle a vraiment, et pour le coup, donc je rebondis sur ce que tu disais, Laureline, elle a été notamment dans le film Imitation Game. C'est Karen Ackley qui a repris, du coup, qui a exprimé son rôle de cette femme dans la solution effectivement du coup de la traduction effectivement de la machine Enigma, etc. Tout ce projet-là. Donc ça, c'était pas mal effectivement d'avoir au moins une représentation de cette personne dans ce qu'elle a fait dans l'histoire sur ce projet qui est clairement un challenge énorme pour l'armée britannique à l'époque. Et pour finir, on a Hedy Lamarr, donc qui était à la base une étoile d'Hollywood et qui a été aussi du coup la pionnière du Wi-Fi. Le Wi-Fi et le Bluetooth aujourd'hui, c'est grâce à elle. Pourquoi ?
Tout simplement parce que après son court passage comme étoile d'Hollywood, elle a décidé de se livrer vraiment pleinement à sa passion pour l'innovation technologique. Et elle a effectivement, donc accessoirement, elle a amélioré l'aérodynamique des avions, notamment pour le milliardaire Howard Hughes, rien que ça. Mais ensuite, elle s'est dit, c'est pas grave, j'ai encore plein de trucs à faire. Et elle s'est mise au service de la Navy pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle a conçu avec George Atwell le système de communication radio. Le saut, ça s'appelle le saut de fréquence. Alors, qu'est-ce que c'est que le saut de fréquence? C'est un système de communication sécurisé. Et donc là, vous voyez tout de suite du coup le lien avec le Wi-Fi et le Bluetooth aujourd'hui. Forcément, celui-ci permet en fait d'envoyer des signaux radio au courant à plusieurs fréquences différentes, ce qui rend les messages plus durs à intercepter tout simplement. Ce système, il est utilisé en fait dans les années 1950 pour sécuriser les transmissions des messages militaires et il donnera effectivement donc naissance au système de communication, notamment via le Wi-Fi et le Bluetooth. Voilà que nous utilisons encore aujourd'hui. Donc, on peut lui dire merci. Merci. Voilà. Ça ne fait pas du tout écho, une jolie brune femme d'innovation. Pas du tout. On a trouvé l'héroïne de Marie. C'est ça. Elles sont franchement pour le coup toutes les quatre mes héroïnes pour le coup. Et du coup, ça nous amène un peu au sujet d'aujourd'hui qui est Women in Tech. Women in Tech, en fait, c'est pas juste une appellation, c'est aussi le nom d'un mouvement qui s'est créé et en fait qui va soutenir les femmes dans leur accès à tout ce qui est informatique et innovation, et aussi bien l'accès initial que l'accès à la formation, que l'accès à des postes, le soutien dans certains postes, et puis tout ce qui est accès à l'entrepreneuriat, etc. C'est également le cas de Sata, ou Sata, ou comme ça. Ça, c'est plus, je pense, Soraya qui pourrait nous en dire un mot, puisqu'elle a été nominée dans les 10 femmes de la technologie à suivre en France cette année. Donc, du coup, Soraya, je vais te laisser te présenter, parce que je pense que tu es la mieux placée pour faire ça, et nous expliquer un peu ton parcours et en quoi c'est finalement assez exceptionnel comme parcours. Je suis trop honorée déjà. Je vois la slide, c'est trop mignon. Oui, alors, Minsar, donc nous on est une plateforme no code pour la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Notre objectif depuis début 2016 maintenant, donc ça fait 5 ans. Ça fait un bon moment maintenant. Il y a encore de belles années, enfin la route est encore longue. Nous on souhaite vraiment rendre accessible la création et la distribution donc d'expériences XR sans ligne de code. C'est vraiment un objectif d'inclusion, de diversité aussi au final, de permettre à n'importe qui, à n'importe quel créatif, de pouvoir s'exprimer sur ces nouvelles plateformes sans avoir à apprendre un nouveau langage de programmation. Donc, voilà, c'est vraiment ce qu'on permet de faire chez Minsar. Et en parallèle de ça, c'est vrai que je suis assez active dans plusieurs réseaux de Women in Tech, dans l'entrepreneuriat en général, dont Sista. Et Sista, en fait, qui est maintenant la fusion entre Starter et Sista, qui étaient deux collectifs différents. Donc, ils ont fusionné l'année dernière. Et Starter avait pour en fait réaliser chaque année un classement, un top 10 femmes dans la tech à suivre chaque année, donc depuis 2014, et j'ai eu l'heureuse surprise d'en faire partie cette année. En effet, mais il y a donc 9 hauts de profil incroyables. Plein d'autres. Je suis bien, mais c'est beau de voir que on met aussi en avant donc la XR est augmentée la réalité, qui est au final véritablement le futur de l'informatique en général, et bientôt justement les réunions dans Engage et dans toute autre plateforme seront notre quotidien, et beaucoup plus de personnes entreront justement dans ces nouvelles technos, donc j'ai hâte. Voilà, je sais pas trop comment vous souhaitez organiser l'échange. Qu'est-ce que ton rôle à toi chez Minsar, c'est quoi exactement?
par rapport Oui. à l'historique du Par rapport à, pardon, je pense Par rapport à l'historique du MINSAR, tu te situes où? Parce que du coup, nous, on sait, mais les gens qui nous regardent ne savent peut-être pas où est-ce que tu te situes chez MINSAR. Et je pense que c'est ça qui est vraiment assez fou. Je suis donc la CEO, la présidente de MINSAR. On est 2 associés, 2 cofondateurs. Enfin, on est plusieurs associés maintenant, parce qu'on a levé pas mal de fonds. Mais voilà, je suis la CEO, c'est-à-dire que est-ce que vous voulez que j'explique mes fonctions au quotidien ou Non, mais c'est ça, en fait, c'est quand même accéder à. Ça prouve qu'une femme peut accéder au rang de l'entrepreneuriat, finalement, et s'en sortir admirablement bien, puisque la preuve, elle a été reconnue sur ce poste. Donc, c'est quand même, voilà, c'est quand même une belle reconnaissance, je trouve, de ton travail et du travail de tes associés, évidemment. Et c'est vraiment super intéressant, sachant que MINSAR est ouvert il y a une version bêta sur Oculus dont tu me parlais. Exactement. On a ouvert il y a un peu plus d'un mois donc la bêta sur Oculus, donc qui est accessible par SideQuest, et bientôt avec AppLab. Je ne sais pas si vous avez suivi du coup le switch un petit peu d'Oculus pour l'accès aux différentes applications. Donc potentiellement dans quelques semaines, mois, on sortira de bêta et on sera accessible aussi sur le store. Du coup, n'hésitez pas à tester. Je pourrais vous envoyer le lien. C'est MINSAR Studio, donc sur SideQuest. Et voilà, on est toujours avide, friand de feedback. On construit vraiment la plateforme avec nos utilisateurs, avec les créatifs, les créateurs de contenu, avec les designers, les graphistes. Pour au final, on s'adresse à un métier qui est émergent, qui n'existait pas encore il y a 5 ans, mais qui est le métier de designer 3D. Donc quelqu'un qui va créer en fait des modèles 3D, des assets 3D, ou exploiter des modèles existants et qui va en pouvoir en fait exploiter tout ce contenu pour créer un véritable environnement, une véritable expérience, application, sans une seule ligne de code. C'est ça qui est un petit peu la révolution qu'on permet de faire avec MINSAR, c'est la possibilité de créer en immersion. Donc vraiment, notre parti pris, c'est qu'en fait, la création doit être immersive. On doit pouvoir créer son environnement, créer son showroom virtuel, créer son expérience de réalité augmentée, à même l'appareil qui va permettre de visualiser l'expérience in fine. Donc si on veut visualiser, créer une expérience sur un casque de réalité virtuelle, on va le faire à même le casque de réalité virtuelle. On va pouvoir donc importer du contenu existant, importer des modèles 3D, des images, sons, textes, vidéos 360 et créer véritablement une narration immersive à partir de ce contenu existant. Donc c'est une toute nouvelle façon au final de créer et de distribuer du contenu et ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus, qu'on a fait beaucoup de recherche et développement. C'est une super équipe qui est avec moi, donc même si je suis peut-être la figure visible, on est une équipe incroyable derrière et tout ça c'est grâce à eux. C'est l'équipe MINSAR, tous ceux qui nous entourent. Alors, je ne peux pas voir, mais je sais d'avance qu'elle a les yeux qui pétillent parce que tout ce qui est crash test aussi, c'est grand. Tu as vu mes yeux qui pétillent avec le casque, mais tu le sais, on se connaît trop. On se connaît bien. Non, mais quand Soraya m'a parlé tout à l'heure de la bêta de MINSAR, je me suis dit, il faut absolument que Marie mette les mains là-dedans parce que. Oh que oui, on en reparlera, Soraya. Je vais forcément tester la bêta. De toute façon, je demande les accès à toutes les bêtas, de toute façon, VR, à tout le monde. Je pense que je commence à être connue. Hein. Mon mail doit être connu de toutes les boîtes VR qui font des bêtas en ce moment. Et donc, on en reparlera effectivement. Je suis vraiment ravie. En plus, j'ai déjà eu l'occasion d'essayer alors, un petit peu différent, mais par exemple, la conception de stop motion en VR ou de donc j'ai déjà appréhendé ces sujets-là et là ce serait encore autre chose à découvrir par rapport à la réalité augmentée. Donc je suis trop curieuse de voir effectivement comment ça a été construit et forcément alors là, je suis UX designer, donc tu t'imagines bien que forcément tu me disais parler de feedback, on en reparlera effectivement avec plaisir à la suite. Carrément, on est ultra preneur de feedback. On veut véritablement, on a mis vraiment au centre du développement de la plateforme depuis le début l'expérience utilisateur.
La preuve, notre troisième recrutement, c'était pas uniquement des devs, mais notre troisième recrutement, c'était un expert UX. Donc, ça fait vraiment partie du cœur de nos développements et c'est pour ça qu'on construit donc la plateforme avec nos utilisateurs. Donc, avec grand plaisir pour avoir ton feedback, pour avoir tous vos feedbacks. On peut organiser une session user test avec grand plaisir ensuite. Et pour bien comprendre aussi, nous, ce qu'on permet de faire avec Minsar, c'est qu'on était initialement et surtout connu pour la réalité augmentée mobile tablette, mais surtout paire de lunettes de réalité augmentée. Donc Microsoft HoloLens, on était une des premières solutions à permettre la création sur les Microsoft HoloLens, Magic Leap également. Et en fait, ce qu'on permet de faire au final avec le studio de création VR, c'est la possibilité de créer une expérience de réalité augmentée en réalité virtuelle. Et au final, on est un petit peu, on n'est pas forcément dépendant de la plateforme, on va penser par expérience. Et cette expérience qui aura été designée, créée en réalité virtuelle, on va pouvoir la rouvrir, même l'éditer en réalité augmentée. Et on permet au final de faire un bridge entre ces différentes technos et un petit peu pour préparer donc cet appareil ultime de réalité mixte qui couvrira tout le spectre et qui permettra facilement de passer dans un environnement physique réel sans technologie, ou avec plus ou moins de technologie, donc la réalité augmentée, jusqu'à l'autre extrémité du spectre, qui est donc la full immersion, totale immersion dans un environnement virtuel. Et voilà, notre objectif, c'est vraiment de couvrir tout ce spectre et de créer du contenu, peu importe là où on se place sur ce spectre. En tout cas, j'aime beaucoup parce que j'ai eu l'occasion, effectivement, je te disais, de tester notamment du stop motion, VR, etc. La réalisation de courts-métrages en VR. Donc, on a son studio. Alors, c'est assez impressionnant pour le coup. On a vraiment un mini-studio où on gère effectivement des modèles 3D, on peut les bouger, etc. On fait ce qu'on veut. Et par contre, ce qui manquait beaucoup, je trouve, justement, à cette plateforme, c'est en fait, on devait s'extraire de cette plateforme pour créer nos modèles 3D sur des solutions 3D pour ensuite les implémenter en import, etc. Et donc, du coup, ça fait des switches, etc. Alors qu'on aurait pu, comme il existe des solutions VR 3D, on aurait pu très bien faire ce fameux pont, en fait, finalement, et fluidifier l'expérience. On cherche beaucoup des parcours sans clôture. Et ici, c'est vraiment ce que je retrouve dans tes propos et j'aime beaucoup cette approche. Complètement. Nous, on souhaite vraiment être au cœur de l'écosystème, créer des bridges en fait entre les plateformes existantes et permettre, sans avoir à enlever le casque, aller chercher ces modèles, de passer directement d'un logiciel à un autre et de pouvoir importer tout ce contenu directement dans l'expérience finale. Ouais, tout à fait. Ça permet de faire ça. Parfait. Pour en revenir à ton parcours, du coup, qu'est-ce qui t'a amené en fait à créer cet outil, à avoir l'idée initiale, à te dire bon je me lance dans l'entrepreneuriat, je crée ma boîte. Sur cette idée-là, qu'est-ce qui t'a amené en fait dans le domaine de la VR, la R Est-ce que ça arrive Ouais, vraiment par étapes. La solution Minsar telle qu'elle est conçue maintenant, elle a évolué un petit peu à travers les années. Tout a commencé donc en 2015 avec Thomas Nigro qui est mon meilleur ami. Et en fait, on a un petit peu marié nos compétences respectives. Donc lui, la tech et moi, c'était donc l'histoire de l'art, la culture en général. Avec une mission, vraiment la mission de départ, c'était de réinventer les moyens d'accès à l'art et l'histoire par les nouvelles technologies. Donc à la fois la réalité virtuelle, on voulait vraiment concevoir un petit peu un Netflix de la culture, permettre à n'importe qui, depuis son canapé, depuis sa chambre, de pouvoir visiter des musées en réalité virtuelle, de pouvoir visiter des lieux culturels, touristiques, depuis son salon. Donc ça, c'était la première partie. Donc voilà, rendre accessible la culture par la réalité virtuelle. Et permettre cette fois pour l'expérience on-site, enfin directement dans les lieux culturels, dans les musées et lieux d'exposition, de créer cette fois une expérience augmentée et d'augmenter en fait la visite donc par la réalité augmentée. Et ça, on a commencé du coup avec les Microsoft HoloLens. On était une des premières entreprises à posséder donc des Microsoft HoloLens, à travailler sur cette techno, donc début 2016. On était, je pense vraiment les premiers en France avec Azobo. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte du potentiel de la technologie et que ce n'était pas uniquement dans un secteur en particulier. Ce n'était pas uniquement dans le secteur culturel, mais qu'au final, la création d'expériences et l'enjeu, parce que voilà, dans les prochaines années, on savait que dans 5 à 10 ans, on aurait tous un appareil. Voilà, on a tous
Un casque, je pense que vous avez tout suivi aussi l'évolution et à quel point maintenant c'est beaucoup plus accessible. Enfin, c'est assez incroyable, même en 5 ans, le delta, la différence d'accessibilité justement à ces technos. Et voilà, on savait que les GAFAM, que d'autres constructeurs allaient vraiment travailler sur la partie hardware OS. Et que ce qui manquait à l'époque et ce qui manque encore aujourd'hui, c'est véritablement en fait des plateformes de création et de distribution de contenu à destination de ces nouvelles plateformes. Parce qu'au final, avoir la technologie, le hardware, c'est bien, mais s'il n'y a pas de contenu derrière, d'expériences qu'on peut facilement créer, facilement distribuer, les plateformes n'auront pas grand intérêt. Ouais. Et c'est vraiment sur ce segment qu'on a souhaité se concentrer en 2016. C'est en fait par créer du coup une plateforme accessible au plus grand nombre, accessible aux créatifs, aux créateurs de contenu, et leur permettre de créer, de s'exprimer en fait sur ces nouvelles plateformes, de ne plus être bloqué par la barrière du coup de programmation. Qui, pour rappel, on a moins d'1% de la population qui maîtrise un langage de programmation, c'est même à peu près 0,3% de la population, ce qui est très très peu. Et parmi ce faible pourcentage, 70% sont des hommes et 80% sont des hommes blancs. Donc niveau de diversité, on peut mieux faire. Et c'est justement aussi sur ce point qu'il faut travailler, qui font partie de mes engagements, permettent d'avoir meilleure diversité, une meilleure représentation au final de l'humanité dans la conception des logiciels. Et aussi, c'est ce qu'on permet de faire par le no-code. On permet justement d'avoir plus de personnes entrant dans le secteur des nouvelles technologies, et ça peut être une première approche pour ensuite apprendre aussi les langages de programmation et permettre de créer plus de contenu. Donc c'est vraiment une approche permettre plus d'inclusion dans les nouvelles technos. Ça peut permettre effectivement d'être un levier, en fait, finalement, d'accompagnement justement vers la découverte de l'outil, l'intérêt, de susciter l'intérêt, parce que c'est ça, et l'engagement, et ensuite continuer à creuser le sujet. Ça, j'aime beaucoup l'idée. Et pour rebondir sur effectivement la diversité, alors moi, je suis vraiment pour l'inclusion, je suis formatrice en inclusion numérique aussi à côté. Donc voilà, je pense que tout est dit. Mais effectivement, je trouve qu'en plus, on parle du domaine de la culture, le fait qu'effectivement, on ait plus de diversité, la richesse, finalement, des solutions qui peuvent être des différentes expériences culturelles est important. En fait, pour avoir un seul prisme de lecture sur les pans culturels et pouvoir justement, parce que l'outil l'avait vers des lycéens, c'est d'aussi d'étendre ce qu'on ne connaît pas. En fait, c'est aussi ça, c'est aussi d'aller dans des mondes qu'on ne connaît pas, c'est le but, c'est un peu ça. Et en fait, effectivement, on n'a qu'un prisme, c'est dommage. Donc, effectivement, il faut vraiment susciter cette ouverture vers la création de contenu qui soit variée, en fait, tout simplement. Complètement. C'est même essentiel au final pour tout l'écosystème, parce que nous, on connaît cet écosystème, on y évolue depuis plusieurs années, nous tous dans cette salle et potentiellement ceux qui nous regardent, mais on reste une véritable minorité. Il y a encore peu de personnes qui ont vraiment testé des expériences qualitatives ou même qui connaissent la différence encore aujourd'hui entre la réalité et la réalité virtuelle. Et ce, parce que la technicité pour créer le moindre contenu est une véritable barrière, est un véritable frein justement à l'adoption de ces nouvelles technos. Et justement permettre de très facilement itérer, prototyper, aller de l'idée à la création et à sa distribution et visualisation est essentiel pour l'écosystème, parce qu'on va permettre très facilement de tester les différents cas d'utilisation qui peuvent fonctionner. Encore aujourd'hui, on ne le sait pas, on ne sait pas véritablement les use cases qui vont le mieux fonctionner dans les prochaines années. Et c'est vraiment du coup ce qu'on permet de faire avec Minsar, c'est de très facilement et très rapidement aller de l'idée, de se dire ah oui, je pourrais créer telle expérience pour mon business, je pourrais itérer, prototyper sur tel segment en fonction de mon activité, et de ne pas avoir à débourser plusieurs dizaines, milliers d'euros pour créer cette expérience, mais pouvoir le faire presque gratuitement et pouvoir très facilement tester et vérifier du coup le retour sur investissement de l'expérience auprès de ses clients, auprès de sa cible. Et c'est comme ça véritablement qu'on permettra de démocratiser ces nouvelles technologies et de permettre une meilleure adoption de la XR en général.
Et il y a beaucoup de secteurs qui sont impactés par le fait que justement, dès qu'on veut faire le moindre proof of concept, la moindre petite expérience, c'est un gouffre financier et du coup, ça met des freins vraiment un peu partout dans le milieu. Je sais qu'en santé, nous, c'est un peu le problème qui se pose souvent. Dès qu'il y a quelqu'un qui a une idée, c'est compliqué à mettre en place, etc. Et il y a des gros accompagnements qui sont faits, heureusement. Mais c'est toujours le levier financier qui pose un souci. C'est vrai que c'est avec une solution, on peut commencer de montrer qu'il y a vraiment un intérêt à suivre financièrement derrière sur des plus grosses itérations éventuellement. Ça peut être un vrai plus pour débloquer des solutions à terme, quoi. Complètement. Et c'est intéressant de voir que... Pardon. Vas-y. C'est intéressant de voir que tu disais que tu venais du monde de l'art et de l'histoire de l'art. C'est intéressant de voir qu'en fait, les personnes qui finissent dans la technologie, finalement, peuvent venir d'un petit peu tous les horizons. Et qu'en fait, ce que disait Marine tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de barrière, en fait. Si je suis désolée, mais pour le coup, je me prends pour exemple, moi, je suis issue du milieu des soins. Donc, j'ai fait des soins pendant des années. Et a priori, quand je faisais mes études, rien ne me prédisposait à ça non plus. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier et je ne fais que ça toute la journée, de faire de l'accompagnement sur ces technologies-là, de monter des projets, etc. Donc, c'est vrai que c'est assez incroyable de voir qu'en fait, on peut venir de différents milieux et finalement réussir à intégrer le milieu des technologies, qui est finalement un milieu qui est très ouvert et qui est très disponible à toute la volonté qu'il peut y avoir. Et que cette volonté soit féminine ou masculine, finalement, la question ne se pose pas vraiment, quoi. C'est ça. C'est pas juste faire des lignes de code derrière son ordinateur et comprendre des algorithmes complexes ou apprendre un nouveau langage de programmation. C'est des technologies qui sont vraiment ouvertes effectivement à tous les profils, tous les domaines. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette communauté, c'est de voir la diversité qu'on peut avoir, la pluridisciplinarité et de pouvoir en fait échanger avec des gens d'environnements extrêmement différents qui créent tous des outils qui répondent à des problématiques bien spécifiques, mais voilà, dont c'était pas forcément le métier à la base. Et comme tu le dis, ça montre que c'est un monde c'est un domaine qui est facile à rejoindre et on a une communauté qui est bienveillante, même techniquement parlant, on peut avoir la moindre question, le moindre problème. Moi, je sais que quand j'ai débuté, j'avais fait un peu de programmation, mais c'était pas forcément mon point fort. Je suis graphiste 3D à la base. J'ai tout de suite eu de l'aide de part et d'autre. J'envoyais un tweet ou un message sur LinkedIn et on se faisait des rendez-vous. À l'époque, on pouvait se voir en vrai, donc c'était plutôt bien. Pouvoir échanger, faire du super programming, etc. Enfin voilà, c'est vrai que c'est une communauté qui est bienveillante et si vous hésitez encore dans le public à vous lancer dedans, n'hésitez pas parce que il y a encore énormément de choses à faire et vous serez bien accueillis et bien renseignés en tout cas. Complètement, c'est un nouvel écosystème au final et c'est même essentiel justement d'avoir cette richesse de profil. En effet, c'est vrai qu'on vient beaucoup de milieux complètement différents, pas forcément de milieu de l'informatique, et c'est vraiment ce qui fait la richesse de cet écosystème et de cette communauté. Et c'est vrai que c'est une communauté absolument incroyable. Et je trouve qu'il y a plus de femmes, il y a quand même pas mal de femmes dans cette communauté. Et je pense que aussi, comme elle est assez jeune, on essaye de pas forcément ramener les défauts et les biais qu'on a pu avoir ces dernières décennies justement dans l'informatique et partir de meilleures bases. Je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Si ce n'est meilleure, en tout cas différente. Est-ce que meilleur, moins bien, on le dira, mais effectivement différente et de voir qu'en fait on a besoin du regard de chacun et finalement de la sensibilité de chacun. Parce qu'en fait, c'est aussi ça, le gros écart qu'on peut voir entre... parce que finalement, les connaissances dans le dur,
une personne, que ce soit un homme ou une femme, une fois que vous avez la connaissance, elle est la même pour tout le monde, elle ne va pas faire de différence si vous êtes un homme ou une femme, c'est pas le problème. Par contre, la façon dont vous allez interpréter les choses, où vous allez avoir une sensibilité sur un sujet, un autre, un regard qui va différer, parce que on a tous notre sensibilité différente, et ça, c'est ça qui va amener cette richesse-là. C'est comme ça qu'on va arriver à des projets, effectivement, où l'art va rencontrer des sujets qui sont quand même super hard au niveau, super complexes au niveau de la programmation, parce que là, aujourd'hui, ils font la clientèle fera du no-code, mais derrière, il faut quand même voir que c'est un travail, à mon avis, qui est titanesque, et c'est le cas sur plein de sujets. C'est-à-dire que comment toutes ces sensibilités-là vont amener à ce que les personnes qui ont le savoir, on va dire, technique, puissent avancer demain, quoi. Et c'est vraiment cette force-là qui est en train d'émerger dans cet écosystème et qui est incroyable. Et je rejoins Marine, il y a beaucoup à faire. Donc s'il y a des bonnes volontés, toutes les bonnes volontés trouveront preneur, quoi. Dans tous les domaines. Et bien garder en tête qu'il n'y a pas effectivement que l'informatique au sens large, c'est très très large. Moi, j'ai fait ma reconversion en 2015. Avant, je n'étais pas du tout dans l'informatique. J'étais chef de projet merchandising, donc je concevais des expériences clients pour le retail. Et je suis passée, pour avoir un profil omnicanal, chef de projet IT. Donc, ça s'est fait effectivement pendant mon déroulé de ma carrière professionnelle. Et effectivement, le regard que j'avais avant, c'était je vais faire du développement. Et en fait, quand j'ai fait cette reconversion, je me suis rendu compte que non, on pouvait effectivement faire. C'est comme dire je travaille dans le commerce. En fait, c'est tout un secteur en soi. Donc j'ai compris effectivement qu'il y avait de l'assistance maîtrise d'ouvrage, donc on écrivait des cahiers des charges pour définir les solutions, qu'il y avait effectivement la part de graphisme, il y avait effectivement tous des pans métiers effectivement qui sont totalement décorrélés de la technique pure en fait, et qu'effectivement il y avait effectivement tous ces enjeux-là à prendre en compte, et que c'est justement, donc pour rebondir sur ce que tu disais Laureline et Marine, que c'est justement ce regard transverse qui fait la réussite des projets, parce que soit on a trop le regard sur les contraintes techniques, on perd de vue aussi l'usage de l'interface, justement, avec des choses qui peuvent du coup être effectivement techniquement, avec les bonnes pratiques de code, etc., quelque chose vraiment avec les pratiques DevOps qu'on connaît aujourd'hui, mais après, effectivement, peut-être sur l'interface, avoir quelque chose de moins intuitif, et vice-versa. Je pense qu'il faut vraiment avoir un regard. Alors moi, je suis pour la philosophie de design ops, carrément. L'approche, mais c'est d'avoir un lien, en fait, entre toutes les expertises, concevoir quelque chose qui soit optimisé, en fait, et convertir ça les plus silotés, comme parfois on peut encore l'avoir, parce que c'est ça qui fait la richesse et la réussite des projets informatiques. J'ai connu quelques projets informatiques, Marine aussi, je pense, Laureline, Soraya, vous avez dû voir des projets où vous allez avoir effectivement des petits retours d'expérience parfois sur des projets où on s'est dit, oh, il y a eu des loupés dans la raquette. Et quand c'était moi qui, voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment enrichir cet environnement et ces expertises pour aussi favoriser les liens entre elles, et en parler encore de ponts. Je pense qu'il faut vraiment construire ces ponts, et plus j'en ai de bonne volonté, mieux ce sera effectivement pour le déploiement de ces solutions. Il y a encore quoi, 1 an et quelques, je faisais des meet-up sur Lyon. Et en fait, j'expliquais justement l'importance de l'interdisciplinarité. Alors, bon, le gros mot, attention, vous avez dit ça, vous avez tout dit, et ils me regardent tous avec des gros yeux. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce que les différents acteurs de différentes disciplines vont réussir, parce qu'ils vont échanger leurs connaissances aussi, à se comprendre et à mettre en commun leurs connaissances pour avancer sur des projets. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui était encore, on va dire impossible, mais très, très compliqué il y a 1 an et demi. Moi, il y a 1 an et demi, j'étais jeune maman, toute fraîche. Voilà, je venais d'accoucher de mes petits jumeaux. Et en fait, je cherchais je voulais plus retourner à l'hôpital, j'en avais ras la casquette. Et je leur dis, j'ai commencé de chercher du travail dans la tech. Et on m'a dit, mais il n'y a pas de place pour une infirmière dans la tech. C'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas le budget, parce qu'il n'y a pas les connaissances, parce qu'il faudrait que tu sois multitâche, etc. Et aujourd'hui, 1 an et demi après, donc c'est un laps de temps très très court, 1 an et demi finalement, je suis sur la direction du pôle santé du lab, et en fait,
je vois tous les jours l'utilité d'une personne comme moi dans une entreprise comme ça. Parce qu'effectivement, il y a des sujets qui sont abordés et en fait, qui ont besoin de cette expertise, de cette double casquette, en fait. Et ça, c'est des choses qui étaient encore inenvisageables il y a 1 an et demi. Et c'est ce genre de profil complètement atypique qui va complètement, prend complètement du sens de plus en plus aujourd'hui et va être de plus en plus poussé, en fait. Parce qu'on a besoin de ça et finalement, aujourd'hui, des infirmières dans la tech, mais j'en connais, alors j'en connais pas plein, je ne peux pas aller jusque-là, mais j'en connais au moins 5 ou 6. Parce qu'effectivement, c'est devenu quelque chose qui est entendable et qui est valorisé. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres domaines, en fait. Et c'est vraiment, je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Soraya, c'est qu'on a un écosystème qui est bien, enfin Marine également, c'est qu'en fait vous disiez que l'écosystème XR aujourd'hui est assez bienveillant et cherche vraiment à avancer. Et je pense qu'avec la crise qu'on vit aujourd'hui, avec le Covid, etc., qui fait qu'on ne peut pas plus se réunir comme on veut, tout ce qui est environnement 3D, environnement qui permet, comme aujourd'hui on est dans un... Vous avez remarqué d'ailleurs, on a changé d'immeuble, on a changé d'appart. Voilà. Mais en fait, c'est ce genre d'environnement qui va nous permettre d'avancer aussi. Parce que on peut se retrouver sans être tous collés les uns sur les autres. Et ça fait partie des changements qui font que la XR aujourd'hui, elle a des besoins énormes d'avancer. Donc finalement, qu'on soit un homme ou une femme, tant que vous avez la volonté, la connaissance et la motivation, go, quoi. Et en tant que femme, Soraya, est-ce que tu as eu des freins dans ta carrière à un moment donné, que ce soit lors de levées de fonds ou d'autres événements où tu as senti que le fait que tu sois une femme a pu, comment je vais dire, inciter des choses Est-ce que tu aurais un retour là-dessus? Ouais, je pense que j'ai eu de la chance. J'ai vraiment pas trop ressenti une stigmatisation. Après, comme je n'agis pas au quotidien en fonction de mon genre, je le mets de côté. Je réfléchis pas en me disant je suis une femme entrepreneur, donc en étant femme entrepreneur, je devrais plutôt faire comme ci ou comme ça. Je réfléchis en tant qu'entrepreneur. Je m'entoure d'entrepreneurs, de mentors, hommes et femmes qui m'ont beaucoup apporté et qui apportent encore beaucoup. Et je pense que justement, en étant dans ce mindset et en étant dans cet état d'esprit, ça permet aussi de faire un peu abstraction de son genre et des possibles barrières qu'on peut avoir. Après, au tout début, c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais je pense que c'est plus mon manque d'expérience et mon jeune âge, parce qu'on a monté l'entreprise à 19 et 20 ans. On était vraiment très jeunes. Sortie d'école, direct. Même pas, en fait. J'ai commencé une année de césure début 2016. Et je suis toujours en année de césure. C'est une belle césure. Ouais. Une grande césure. Non, je pense pas reprendre de toute façon les études. C'est le projet c'est un projet étudiant entrepreneur au début. Ça a pris des proportions assez dingues, mais c'est vrai qu'au tout début, en fait, je cachais mon âge, j'essayais de faire plus, de ressembler un petit peu à ceux qui m'entouraient. Il y avait quand même très peu de femmes, que ce soit dans les meet-up tech. Encore pire pour les milieux investisseurs. On a très rapidement du coup levé des fonds dès fin 2016. On a fait un premier tour avec des business angels. Et c'est vrai que c'est un milieu très masculin. C'est un peu toujours les mêmes personnes qu'on voit. Et il y a quelques investisseurs, ils s'adressaient plutôt à mon associé. Et même si j'étais la CEO, il n'avait jamais vu vraiment de femme CEO gérer une entreprise. C'est assez dingue de dire ça. Ça a évolué quand même depuis, mais au tout début, c'était assez compliqué. Je le vivais assez mal, vraiment la première et deuxième année. Et c'est à partir de 2018 où un peu il y a eu un avant et un après dans
parcours entrepreneurial où en fait je me suis rendu compte que non, j'étais légitime, que l'entreprise on l'avait montée à deux et que voilà, c'était vraiment grâce à nos compétences complémentaires qu'on avait pu en arriver là. Et c'est là où j'ai commencé à prendre la parole et à me dire que non, on peut le faire et que les barrières, ce sont surtout des barrières qu'on se met au final et qu'il faut justement faire abstraction de tout ça et se dire non, mais je peux le faire, il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de milieu, de poste auquel je n'ai pas le droit à cause de mon genre, de mon origine, de n'importe quelle discrimination auquel on peut faire face. Et voilà, il ne faut pas attendre d'être attendu, il faut y aller, quoi. Et c'est un petit peu cet état d'esprit que j'ai eu dans tout le parcours entrepreneurial. Et donc, je ne me suis pas sentie... ça n'a pas été forcément un frein au final, le fait d'être une femme. C'est un discours que j'ai déjà entendu d'un couple, entre parenthèses, d'un duo homme-femme qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat et en fait où le garçon, on va dire, du duo a été obligé en quelque sorte de faire un pas de côté pour que son équivalent féminin, son égal féminin, puisse prendre sa place parce que c'était pas quelque chose qui était forcément, on va dire, fluide chez les gens qui les rencontraient pour les levées de fonds, les choses comme ça. Que finalement, à chaque fois, donc le chef de l'entreprise, c'est vous. C'est l'homme. Non, en fait, on est deux. Ah, mais c'est pas vrai. Je vais grossir un peu le trait, mais c'est pas votre critère maintenant. Non, c'est de la cofondatrice. Ah. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu sur d'autres boîtes et où c'est finalement assez intéressant de se dire mais non, au bout d'un moment, les choses se font. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose moins la question, je trouve. Non, mais c'est clair, il y a vraiment une évolution ces dernières années. Surtout, moi, je le vois vraiment depuis 2018. Même tout l'écosystème, il y a quand même beaucoup plus d'associations, vraiment d'initiatives pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, pour promouvoir les femmes dans la tech en général. Et ça aide, ça passe beaucoup par de l'identification. Se dire elle a réussi à faire ça, donc je peux le faire. Et c'est vraiment cette possibilité de s'identifier justement à des personnes qui fait qu'on va pouvoir aller aussi suivre telle ou telle voie. Donc c'est aussi extrêmement important d'en parler. Et au final, c'est ce que j'ai compris fin 2018, c'est que c'était pas un droit de s'exprimer, de se mettre en avant, mais que c'était un devoir et que je le faisais pas pour moi, mais je le faisais en fait pour les autres et pour toutes celles qui justement ne se sentaient pas légitimes, même si je me sentais pas du tout légitime à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait le faire. C'est effectivement le principe de ce qu'on a fait ce soir, de justement pouvoir montrer ça, de montrer que effectivement il y a des femmes et qu'elles sont légitimes à être là autant que les hommes en fait, puisque finalement les idées sont les bienvenues de la même façon. Et on manque de modèles féminins. Les modèles féminins existent, plus précisément, il manque de visibilité clairement aujourd'hui. Et je pense qu'il faudrait, en fait, et c'est très bien, comme j'ai vu que tu étais membre de plusieurs structures, etc., notamment aussi, tu en parlais tout à l'heure, Sista et d'autres, et notamment, la CCI de New York, etc. Donc, tout ça, en fait, permet peut-être de véhiculer, en fait, de communiquer sur le fait que les femmes dans la technologie sont présentes, de faire changer les mentalités, que les jeunes femmes d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui peuvent s'identifier en disant voilà, moi plus tard je veux faire ça, moi plus tard je vais être entrepreneur dans la tech. Ça existe, c'est pas quelque chose c'est pas un rêve fou, c'est quelque chose qui est faisable. J'ai cet objectif et j'y vais. Les enfants, ça c'est biologique, on se construit beaucoup par rapport à des modèles, garçons ou filles. Mais effectivement, comme globalement, il y a plus de modèles masculins, c'est forcément, effectivement, ça donne un peu, ça biaise finalement les idées préconçues en fait, chez les enfants. Et on sait à quel point c'est important quand on a des choix décisionnels par rapport à notre orientation très jeune. Et effectivement, c'est toujours un peu plus... je pense qu'effectivement, si on prenait plus tôt, en fait, si les jeunes femmes, les jeunes filles pouvaient très vite se dire moi, je suis au collège et je sais que je veux faire du développement.
plutôt qu'effectivement, on peut avoir, comme moi je l'ai fait sur le tard, je suis passée côté IT ensuite, j'ai fait des missions techniques, sur pas mal d'émissions techniques à un moment donné, mais je l'ai fait vraiment en décalage. Et pour le coup, moi je pense que le faire tôt, oui, ça pourrait encore apporter beaucoup plus, en fait. Ça enlèverait beaucoup plus de freins, parce que moi je suis arrivée quand même avec des préjugés, j'ai fait mon orientation, je devais avoir un peu moins de 30 ans. Donc il y a quand même beaucoup de préjugés qui s'étaient installés. Je pense que c'est, du coup, pour les fameux plafonds de verre, comme on dit, etc., ces fameuses croyances limitantes, elles sont beaucoup plus présentes et il y a plus de travail à faire pour enlever ces schémas-là. Donc il faut effectivement travailler plus en amont, même en primaire. Enfin, il y a des codes pour les enfants, de cours de code pour les enfants, le faire tôt. Et de permettre cet accès, et notamment aussi par des modèles des femmes qui pourraient effectivement regarder. Moi, je code, je fais de la robotique, par exemple. Moi, ça m'aurait passionné enfant. Je passais mon temps à monter et démonter des choses, au grand espoir de mes parents, pour comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, je pense que j'aurais été ravie de pouvoir assister à ce genre de choses. Complètement, et le plus tôt est le mieux. Et, pardon. Non, je t'en prie. Non, bah vraiment, oui, justement, enfin, le plus tôt est le mieux, et justement, ces différents biais et ces limitations qu'on se met parce que la société les met au final, il faut les déconstruire le plus tôt possible. Et ça fait partie aussi des missions qu'on mettait en place, par exemple, avec Starter, avant que l'asso devienne, merge avec Sista. C'était des missions de sensibilisation auprès des collèges, et c'était justement on était différentes femmes entrepreneurs, femmes VC ou ingénieurs, à aller justement dans des collèges et à parler avec du coup collégiennes et collégiens, à présenter, expliquer au final les métiers de la tech, les métiers de l'entrepreneuriat, et leur permettre de comprendre justement les différentes disciplines, oui, qu'il pouvait y avoir. Et voilà, et ça, je pense qu'il faut que ça se multiplie, il faut le faire même plus tôt. Au collège, c'est le max, il faut même faire encore plus tôt. Mais pas après, ça se décide assez rapidement au final, hein, les filières, les vocations, même si on peut changer après. On est tout un parfait exemple justement de pouvoir faire des passerelles entre différentes industries, mais oui, se dire dès le plus jeune âge, ah trop bien, j'aime faire ci et ça, et je vois que ce métier rassemble ces différentes activités que j'aime, va plus aider aussi à se construire par la suite. Et c'est vrai que c'est ce que disait Marie, c'est qu'en fait on peut avoir une première envie, et en fait en changer, ça c'est faisable, mais c'est tout de suite plus compliqué parce qu'on a des expériences. Et en fait, c'est ces expériences-là qui vont nous mettre limite. Moi, je vais vous raconter la petite histoire qui fait que Marie, ça va beaucoup la faire sourire. Mais en fait, si je suis dans la tech, c'est parce qu'un jour, Marie m'a dit, mais Laureline, tu te mets des limites là où il n'y en a pas. Et en fait, les limites que tu te mets, c'est toi qui te les mets. Mais demain, tu peux faire de la tech autant que les autres. Et moi, j'étais là, mais non, mais jamais je ferai ça, c'est pas possible. Je suis infirmière, j'ai loupé le coche, quoi. Et elle m'a dit, mais non, Laureline, ça, c'est tes expériences limitantes. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, parce qu'on a avancé et parce que c'était notre priorité à ce moment-là, on va se dire, oui, ok, j'ai fait ce parcours-là, tant pis, j'attendrai la prochaine vie pour faire autre chose. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous pouvez avoir 2-3 vies pro. Il faut juste plus mettre de barrières parce que les barrières, elles n'existent plus. Aujourd'hui, vous voulez vous former dans un domaine, dans un autre, vous allez sur Internet, vous vous formez. Il y a plein de possibilités qui sont offertes pour se reformer, pour avancer dans les compétences, pour faire des ponts entre les compétences. Il ne faut vraiment pas hésiter, qu'on soit de n'importe quelle origine, que n'importe quel genre. Le problème n'est plus là. Le problème, c'est est-ce que vous avez envie de la connaissance ou pas. Et finalement, le reste devient accessoire, et c'est vraiment toutes ces limites qui, en fait, ne sont que nos limites propres. Ce ne sont plus des limites réelles, comme on a pu le voir, effectivement, dans le début des années 1900, où la femme, elle n'avait pas le droit de vote, où elle avait à peine une âme, parce que, si elle ne demandait pas à son mari si elle pouvait sortir la poubelle, elle n'avait pas le droit. J'exagère, mais c'était presque ça. Une femme ne pouvait pas travailler sans l'accord de son mari, etc. Et il y a encore moins de 100 ans, on en était là. Donc aujourd'hui, toutes ces questions-là, elles ne sont plus d'actualité, elles doivent être complètement éclatées. Et aujourd'hui, la seule différence, c'est est-ce que tu as envie d'avoir cette connaissance ou pas. Oui, prends-la. Non, prends-en une autre et puis amuse-toi avec.
il n'y a pas de souci là-dessus. Et je fais juste une toute petite digression parce que j'ai eu un petit morceau de parcours entrepreneurial également. À l'époque, on nous disait que 70% des personnes qui demandaient des formations courtes à la CCI, donc pour ceux qui ont fait de l'entrepreneuriat, en fait, comme vous avez une idée pour monter une entreprise, vous pouvez appeler la CCI de votre département et puis leur dire voilà, j'ai un projet, etc. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Et en fait, vous faites une petite formation qui doit durer une petite demi-journée où on vous explique ce que c'est qu'une entreprise, comment ça marche, etc. Et en fait, qu'est-ce que c'est la différence entre les différents modèles, les charges patronales, les charges salariales, etc. Donc, c'est toute une petite formation qui est assez bien foutue, qui est gratuite. Donc, vous avez juste à demander à votre CCI et vous êtes inscrit sur un pôle. Et en fait, il nous disait que 70% des personnes qui demandaient cette formation étaient des femmes et que finalement, les aides qu'ils avaient à la fin pour vraiment monter des projets dans le dur, c'était moins de 30% de femmes. Et la même chose a été redonnée à la... Oh, je suis désolée, j'ai un poil de chien. Désolée. La même chose m'a été redite à la RDI, donc, parce que je suis à Lyon, donc c'est le Rhône Développement Initiative. En fait, ces initiatives-là, ce sont des initiatives entrepreneuriales qui existent partout en France, selon les régions. Et en fait, c'est la même chose. Vous avez des petites formations gratuites où on vous explique comment demander des prêts, comment demander des financements pour vos entreprises, pour vos entrepreneuriaux. Et en fait, dans ces projets-là, ils vous répètent que vous pouvez avoir des aides, que vous pouvez, voilà, mais que étrangement, il y a, alors je ne sais plus, la RDI, je crois que c'était un peu plus, ça doit être 80 contre 30. C'est énorme. Finalement, on a 80% de femmes qui viennent avec une bonne idée et qui se disent non, finalement, c'est pas pour moi, et qui reculent. Ah non, pourquoi? Allez-y, vous avez une bonne idée, allez-y, construisez et faites. Et aujourd'hui, il faut savoir que, par exemple, dans tout ce qui est développement initiative, et donc dans tous ceux qui vous aident sur le développement initiative, c'est de l'aide financière. En fait, vous construisez un projet avec une certaine enveloppe, et en fait, eux vous donnent une partie de cette enveloppe à 0% et vous aident à avoir d'autres financements. Enfin, ils vous la prêtent et vous la rendez à 0%. Et du coup, c'est super intéressant d'avoir 45 000 € à 0% à rembourser sur un projet quand vous, je sais pas, quand vous 80, quoi. Vous avez déjà la moitié à 0%, c'est énorme sur un projet entrepreneurial. Et en fait, le fait d'être une femme peut vous aider à avoir des subventions en plus. Parce qu'aujourd'hui, on pousse justement l'entrepreneuriat féminin. Donc, si c'est vraiment... voilà, si c'est vraiment le message qui était à délivrer aujourd'hui, c'est ça, c'est que vous êtes une femme, ça ne vous empêche pas de vouloir faire des connaissances dans la science, de vouloir avancer dans ces domaines-là, de vouloir de pouvoir monter le nouvel écosystème de demain, la nouvelle brique qui fera que l'écosystème va monter encore en puissance. C'est voilà, vous n'avez pas de limite que vous. Donc amusez-vous et faites ce que vous avez envie de faire. C'est vraiment le message, je pense. Mais merci pour ce témoignage, parce que c'est vraiment, je le vois, pour avoir mentoré quand même pas mal de femmes entrepreneurs, et souvent, les limites qui existent sont vraiment celles qu'elles se mettent, et il faut justement, en fait, y aller, quoi. C'est beaucoup de... Du coup, c'est trop bien d'avoir aussi ce retour, parce qu'on a un accès à la connaissance qui est absolument incroyable. J'en suis le bon exemple, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait d'école de management, j'ai vraiment tout appris sur le tas, entre guillemets, learning by doing, et en allumant YouTube, en regardant des vidéos dès que j'avais une problématique, j'allais apprendre justement avec l'écosystème Google. mais voilà, donc on a accès à cette connaissance, et il faut aller la chercher, il faut y aller, quoi. Ouais. Et justement, Soria, si tu devais donner 3 conseils aux femmes qui nous écoutent, ou jeunes filles aussi, qu'est-ce que tu effectivement leur dirais? Ouais, d'être curieuse, de vraiment aller chercher l'information, d'aller se renseigner, donc voilà, premier conseil, voilà, être curieuse. Deuxième, c'est vraiment de bien s'entourer. Je crois vraiment aux dynamiques de working, des différents réseaux, écosystèmes, parce que ça nous apporte énormément. Donc aujourd'hui, il y a plein de réseaux qui existent. On parlait de Sista tout à l'heure. Il y a
Il y a 15 Tech, justement, pour les femmes dans la tech. Il y a Femmes Entrepreneurs, il y a Bouge ta boîte, Marie-Éloi, il y a Willa, Paris Pionnière. Enfin, il y a vraiment beaucoup de réseaux pour promouvoir justement les femmes dans la tech, les femmes dans l'entrepreneuriat. Donc, pas hésiter à rejoindre ces différents réseaux et aller contacter en fait directement les personnes qui vous inspirent, les personnes qui peuvent vous apporter. Donc, voilà, aller chercher l'information, s'entourer et ne pas avoir peur, vraiment avancer, ne pas se mettre de limites, ne pas réfléchir en fonction de son genre, de son origine, de son n'importe quelle en fait discrimination qu'on peut avoir, et essayer de faire abstraction de tout ça et d'avancer. Il y a une citation que j'aime beaucoup, qui est un peu un des credos que j'ai dans ma vie. C'est une citation d'Abraham Lincoln qui est la meilleure façon de prédire son avenir est de le créer. Voilà. Et dans mon tempérament, j'ai souvent fait des projets parfois un peu dingues, jugés dingues, c'est très différent, parfois pas d'autres. Et en fait, la différence, c'est d'oser. En fait, d'oser. Ça n'enlève pas la peur, parce qu'il y a plein de fois où j'ai fait des projets, j'étais littéralement terrifiée, notamment quand je fais du théâtre plus jeune, parce que je ne pouvais pas parler en public. J'étais très, très et introvertie, enfin bref. Et en fait, c'est de juste d'oser. Ça ne va pas enlever votre peur, mais en tout cas, quand vous allez le faire, effectivement, vous allez prendre conscience de ce que vous faites. Et même si, effectivement, ça ne se passe pas, et ça se passe souvent pas exactement comme vous l'avez imaginé, comme vous l'auriez voulu idéaliser, mais vous allez apprendre. Et en fait, une fois que vous êtes dans cette dynamique, en fait, c'est un cercle vertueux finalement. Et c'est ça qui fait. Il faut s'exposer un peu, mais vraiment, je le conseille pas. Et si vous voulez aller quelque part, osez, juste osez. Tout à fait. Ouais. Pour rebondir sur ce que disait Soraya, l'entourage est effectivement important, parce qu'il y a des personnes clés, comme l'a pu être Marine pour moi, mais on a des personnes clés dans les gens qui nous ont fait confiance. Je pense notamment à Louis et à l'équipe du Lab qui m'a fait confiance dans mon cas. Papa, là, que vous entendez peut-être parfois en arrière-plan, qui s'occupe des bébés et qui est là pour s'occuper d'eux pendant que je suis à l'Expert Talk. Et en fait, c'est aussi parce qu'on est bien entouré que les choses se font, et parce qu'on a le courage de le faire, ça nous porte aussi. Donc, merci à tous ceux qui supportent les femmes de tech qui sont aussi un peu stressées parfois. Souvent. Oui. Et les faire avancer également. Enfin, d'avancer tous ensemble, en tout cas. Qu'on a tous, je pense qu'on a toutes, Marie, je sais pas, mais on a toutes effectivement des hommes à côté de nous aussi qui font confiance et qui ont évolué dans leur façon de voir les choses, qui sont plus les hommes d'il y a 50 ans, qui voyaient les choses de façon très fermée. Et ça c'est une belle évolution également. Il faut leur rendre ce qui est à eux quand même. Et je pense qu'il faut c'est bien de le souligner, parce que justement, j'ai échangé avec le directeur de l'AMIE de Roubaix, donc la Maison de l'insertion et de l'emploi du Roubaix-Izy, qui me disait justement sur cette question de manque de femmes dans le secteur, qu'effectivement, il y avait un côté aussi par rapport aux responsabilités, au fait que ce soit un métier prenant, en fait, certains métiers dans la tech, en fait, et ça pouvait représenter un frein, notamment selon certaines études actuelles. Et donc, effectivement, cette importance, finalement, de pouvoir avoir justement un binôme, en fait, finalement, qui permettent aussi, du coup, en fait, de pouvoir allier, en fait, aussi, et de pas se dire, bah non, je me brise parce que, effectivement, à un moment donné, le statut faisant, je ne peux pas accéder, pour telle ou telle raison. Mais c'est aussi un point qui revenait parfois dans certaines études. Donc, c'est bien effectivement le souligner, effectivement. À quantifier exactement qu'est-ce que ça représente comme frein, etc., sur ce sujet, mais c'est un point. Du coup, Charlie, est-ce qu'on a eu des questions sur le chat avant d'en finir, parce qu'il est quand même 19h15, donc et je fais garder du temps sur Soraya. Écoute, ouais, on a effectivement eu quelques questions. Alors, attends, je fais n'importe quoi. On a eu quelques questions. Après, on a répondu là, il y a eu une petite discussion. On a beaucoup de remarques sur le fait que le message qui est passé, c'est qu'il y a quand même un espèce de cycle qui se répète. On disait que ça s'auto-alimente
Et donc, on a des représentations d'hommes qui inspirent des hommes, qui créent des hommes, qui inspirent des hommes, qui, voilà, et où il n'y a pas de place pour les femmes et où on doit être vigilant sur ces formats-là. Donc voilà un peu ce qui remonte du chat. J'avais une question, mais je pense que c'est plus une demande pour un expert talk prochain qui serait sur l'hypnose, la VR. Voilà, voilà, je pose la graine en tout cas. Mais non, mais du monde et des interactions, donc c'est cool. Voilà. J'espère vous avoir inspiré. Et oui, et mais on prend cette interrogation sur l'hypnose et la VR. En plus, on a déjà un peu échangé avec Marine et Laurine. On sait que c'est des sujets qu'on aime beaucoup. Sur lequel on a déjà échangé en plus sur ces technos-là, notamment le HypnoVR, pour pas citer l'entreprise, une des entreprises qui s'est penchée sur le sujet. Donc, avec grand plaisir. Et on verra effectivement comment on garde un petit pour pas vous dire sur quel point on va le prendre, évidemment. On va en prendre plusieurs, comme ça c'est plus ça fait contribuer à ce qu'on fait d'habitude. De la même façon, on vous le tease aussi, mais c'est ce qu'on vous dit en début de talk. Women in Tech chez nous, c'est pas juste une fois par an. Donc aujourd'hui, on remercie encore Soraya de nous avoir rejoints et on va régulièrement inviter des Women in Tech à venir partager avec nous leurs expériences et leurs regards sur différents sujets. Donc voilà, vous pourrez faire connaissance avec de nombreux autres exemples de femmes tech qui font des choses merveilleuses. Voilà, donc ce sera un plaisir qu'on traitera. Et si jamais, est-ce que des personnes peuvent vous contacter pour vous demander des conseils, voilà, des contacts, de l'orientation, pour s'aider à se lancer dans le monde de la tech? Complètement, mais évidemment, il n'y a pas de problème. Appelez-nous. Avec grand plaisir. Donc, tout à fait. On n'a jamais mangé personne, donc allez-y. Connectez-nous sur LinkedIn, posez-nous toutes vos questions, il n'y a aucun problème, on est là. Eh ben c'est top. Merci beaucoup en tout cas à toutes les quatre. Soraya, merci de t'être prêtée au jeu et d'avoir rejoint notre équipe de drôles de dames pour la soirée. J'espère que tu as passé un bon moment voilà, avec nous, puis tu reviens quand tu veux, je pense. Enfin voilà, c'est moi qui parle, mais les filles, je pense qu'elles auront plaisir à te revoir. Bien sûr. Voilà. C'est même sûr, hein, on s'est déjà presque posé la date pour le retour de la bêta. Ouais, moi aussi, je veux. Hein. N'hésitez pas, tous ceux qui nous regardent aussi, si vous souhaitez échanger, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux, contacter Minsar, on vous enverra aussi les liens de la bêta et on a hâte d'avoir vos feedbacks et de construire toujours la plateforme avec vous. Parce qu'on a fait Merci d'avoir inauguré les interviews Women in Tech, Soraya, vraiment. Merci pour ta disponibilité. Sa disponibilité très rapide, je tiens à souligner, parce qu'on lui a demandé lundi soir quand même. Parce que lundi, on s'est réveillé que, oh mince, c'était la journée et qu'on pourrait commencer nos interviews. Donc, elle a été très, très, très réactive et super disponible. Donc, merci. Voilà. On a vraiment voulu profiter de cette semaine. En fait, on savait qu'on ne savait pas. Moi, c'est pas un jour auquel je pense à chaque fois. Et là, on s'est dit, oui, non, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour la semaine avec la journée de la femme, clairement. C'est ça, mais évidemment. Ça faisait partie des formats qui avaient été prévus à la base, qu'on puisse inviter des personnalités féminines dans le talk. Mais en fait, on a été prises par nos sujets différents et du coup, on s'est dit, voilà une bonne occasion de commencer. Donc, merci beaucoup de ta disponibilité rapide. Avec plaisir. Et j'ai hâte de voir du coup les prochaines qui passeront, parce que c'est une bonne chose de ne pas le faire qu'une fois par an, mais de justement le faire. C'est ça. Ouais. Ce sera parfait. On prendra, on fera effectivement, on invitera sur notre super canapé l'ensemble des Women in Tech. On essaiera effectivement de varier les thématiques aussi en XR, etc. Donc ça va être bien d'avoir justement ces parcours qui sont très variés aussi des Women in Tech. Donc, parfait. Trop bien. Eh bien, merci. Merci beaucoup, merci à tous et n'hésitez pas du coup à nous contacter, nous poser vos questions. On pourra vous aiguiller avec un grand plaisir sur ces sujets de tech et de XR.
Eh ben, merci les filles, très bonne soirée à vous, puis on se retrouve dans 2 semaines. YouTube, sous la vidéo, tu vas trouver tout ce qui est les liens LinkedIn de nos drôles de dames pour pouvoir les contacter, échanger avec elles, etc. Pour les gens qui sont en live, merci d'être en live comme d'habitude. YouTube vient en live, c'est vachement mieux. On va prendre 5 petites minutes de pause, le temps de retrouver Cédric, et puis on va avoir voilà, là, 30-40 minutes ensemble encore avant l'arrivée de Virtual Go ce soir. Et on va débriefer des actualités sur de la nouvelle tech, sur le même modèle que la dernière fois, ce qu'on sait, ce qu'on sait pas. Et on s'était bien amusé la dernière fois, donc on va recommencer. On prend 5 petites minutes et on revient. Ciao!